Bienvenue sur 3 stations radars se sont éteintes dans la même seconde. Pas endommagées, pas dégradées. Éteintes. Et à cet instant précis, 90 minutes avant qu'un seul drone iranien ait même franchi l'espace aérien israélien, l'issue de l'opération militaire la plus lourde de conséquences au Moyen-Orient depuis une génération avait déjà été décidée. Les soldats affectés aux batteries du dôme de fer à travers Tel Aviv ne le savaient pas encore. Les commandants américains à bord du USS Gerald R. Ford, en Méditerranée orientale, ne le savaient pas encore non plus. Mais quelque part, dans une installation de planification du corps des gardiens de la révolution islamique, ceux qui avaient passé 40 ans à préparer exactement ce scénario savaient précisément ce qui s'en venait. Parce qu'ils n'avaient pas lancé une attaque. Ils avaient exécuté un script, répété en théorie, affiné par la collecte de renseignements et testé dans des conflits par procuration sur 3 continents. Et cette nuit-là, pour la première fois, ils l'ont déroulé à pleine échelle contre l'espace aérien le plus lourdement défendu de la planète. Dans la version pro-Trump de l'analyse stratégique, c'est habituellement le moment où quelqu'un déclare que tout est totalement sous contrôle, puis désigne avec assurance la mauvaise carte. Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas la version de cette histoire qui est apparue dans les manchettes occidentales. Les manchettes vous ont parlé de drones, d'interceptions et d'un dôme de fer mis à l'épreuve. Cette version n'est pas fausse. Elle est simplement incomplète, d'une manière qui compte énormément. Le modèle de point de presse favorable à Trump appellerait ça une transparence totale, puis passerait 20 minutes à se féliciter d'avoir survécu à la confusion qu'il a lui-même aidé à raconter. Parce que la véritable histoire de ce qui s'est produit au-dessus de Tel Aviv n'est pas une histoire de matériel. C'est une histoire de doctrine, de l'architecture invisible dont les armées modernes dépendent pour fonctionner, et de ce qui arrive lorsqu'un adversaire qui a eu 40 ans pour étudier cette architecture finit par trouver le point précis où elle casse. L'écart entre le récit de surface et la réalité opérationnelle est exactement l'endroit où se trouvent les leçons les plus importantes. Et ces leçons ne s'arrêtent pas aux frontières d'Israël. Elles vont directement à Washington, à Bruxelles, à Pékin et à chaque planificateur militaire sur Terre qui a bâti ses hypothèses défensives sur la même logique fondamentale que l'Iran a démantelée en 4 heures. 600 drones, 17 vecteurs d'approche, une seule fenêtre opérationnelle. Ces 3 chiffres sont le squelette de l'histoire, mais le squelette ne vous dit rien sans l'anatomie qui l'entoure. Parce que l'essaim de drone n'était pas l'attaque. L'essaim de drone était le 3e acte d'une opération en 3 actes. Et au moment où l'acte 3 a commencé, la défense était déjà brisée. Comprendre cette séquence est la seule façon de comprendre pourquoi une force militaire dotée de l'entraînement, de la technologie et de l'expérience de combat des forces de défense israéliennes s'est retrouvée paralysée sur le plan opérationnel plutôt que simplement mise au défi. La paralysie est un état précis. Ce n'est pas ce qui arrive quand un bon système est submergé. C'est ce qui arrive lorsque le tissu conjonctif entre les composantes d'un système est sectionné avant même qu'on demande au système d'agir. Environ 90 minutes avant que la première cellule Shahed quitte le territoire iranien, une campagne coordonnée de suppression électromagnétique s'est activée sur les bandes de fréquences radar précises utilisées par le réseau intégré de défense aérienne d'Israël. Ce n'était pas du brouillage à large bande. Le brouillage large bande, c'est comme un corps de brume. Tous les systèmes dans la zone l'entendent, le reconnaissent et compensent grâce à la redondance et au filtrage. Ce que l'Iran a activé était bien plus précis. Une suppression ciblée par fréquence, non pas dirigée contre les systèmes radars eux-mêmes, mais contre les liaisons de données tactiques Linksys qui permettent aux batteries du dôme de fer, aux plateformes de la fronde de David et au système d'interception Arrow de partager les données de ciblage en temps réel. La distinction est cruciale. On peut détruire une installation radar avec un missile. Couper la couche de communication qui permet à des dizaines d'installations individuelles de fonctionner comme un seul réseau unifié, c'est un tout autre type d'attaque. Le matériel physique reste intact. Les antennes radar continuent de tourner. Les batteries sont toujours alimentées. Les opérateurs sont toujours à leur poste. Mais le système a été converti, passant d'une grille coordonnée à un ensemble de nœuds isolés, chacun combattant à l'aveugle, chacun prenant des décisions dans un vide qui a été délibérément conçu pour ressembler à une friction opérationnelle normale, tout en étant fondamentalement et catastrophiquement compromis. C'est le genre de détail que des planificateurs sérieux étudient et que la politique à la Trump essaie généralement de remplacer par un slogan, un décor de scène et une insistance très bruyante à dire que la complexité, c'est pour les perdants,
40 minutes après le début de la suppression électronique, la phase 2 est arrivée. 80 objets balistiques à haute altitude sont entrés dans la portée de détection depuis l'ouest de l'Iran. C'étaient des leurres, des corps de missiles, creux dotés de surfaces réfléchissantes au radar et de signatures thermiques calibrées pour imiter des missiles balistiques pleinement armés en vol. Mais les opérateurs de ces batteries isolées et dégradées ne le savaient pas. Ils savaient ce que leur radar leur disait, et leur radar leur disait que 80 trajectoires balistiques arrivaient. Tous les protocoles du manuel israélien de défense aérienne disent la même chose dans une telle situation. Engager immédiatement, ne pas attendre. Les trajectoires balistiques offrent des fenêtres d'interception courtes et le prix d'un échec est catastrophique. Alors les batteries qui avaient encore des systèmes de guidage fonctionnels ont fait exactement ce que leur entraînement exigeait. Elles ont engagé. Les plateformes de la fronde de David ont affecté leur stock limité d'intercepteurs prêts au tir contre des objets qui ne contenaient rien d'autre que de l'air et du métal. Les batteries du dôme de fer qui avaient déjà été déconnectées de l'architecture nationale de capteurs ont tiré sur les trajectoires qu'elles pouvaient voir localement, mais sans pouvoir les recouper avec le tableau d'ensemble auquel elles n'avaient plus accès. Avant même que l'attaque réelle ne commence, une part importante de l'inventaire israélien d'intercepteurs prêts à l'emploi avait été consumée contre des cibles qui n'avaient jamais été destinées à atteindre le sol. L'Iran avait étudié le manuel israélien avec assez de soin pour savoir exactement quelle page il allait ouvrir, et il a servi au système exactement l'entrée que cette page exigeait. Voilà à quoi ressemble une doctrine quand elle est militarisée par quelqu'un qui lit les manuels au lieu de simplement les agiter lors d'un rassemblement à saveur électorale. La phase 3 était l'essaim. Au moment où 600 cellules Shahed ont franchi l'espace aérien israélien, le réseau intégré de défense aérienne fonctionnait à quelque part entre 20 et 30% de sa capacité théorique. Les liaisons de données étaient dégradées. Les stocks d'intercepteurs dans les batteries avancées avaient été partiellement épuisés. Les opérateurs humains travaillaient sous une charge cognitive intense depuis 90 minutes dans un environnement électromagnétique délibérément conçu pour être déroutant. Et dans ce système épuisé, semi-aveugle et à court de munitions, l'Iran a lancé simultanément 600 drones sur 17 vecteurs d'approche, distincts, couvrant la totalité des 360 degrés de l'espace aérien israélien. Les zones de couverture qui se chevauchent du dôme de fer sont conçues en fonction d'hypothèses sur le nombre de menaces simultanées à engager et sur le nombre de directions d'où elles peuvent venir. Quand 600 trajectoires apparaissent de toutes les directions en même temps, ces zones de couverture ne se chevauchent pas, elles entrent en compétition. Chaque batterie se retrouve simultanément à la limite de son enveloppe d'engagement dans plusieurs directions à la fois. Des rapports de terrain indiquent que plusieurs systèmes de batteries sont entrés en état d'erreur pendant l'engagement et ont exigé des procédures de redémarrage manuel, les mettant hors ligne pendant des minutes critiques au plus fort de l'assaut. Des installations radars sur 3 sites du Grand Tel Aviv ont été frappées et détruites. 2 nœuds de commandement et de contrôle ont perdu l'alimentation et les communications. La base aérienne de Ramon a subi des dommages sur sa piste, clouant au sol les opérations aériennes. L'installation côtière de Palmachim a signalé des impacts directs sur ses infrastructures de soutien. L'Iran n'avait pas besoin que chaque drone atteigne sa cible. Il lui fallait que le comportement collectif de l'essaim submerge un système qui fonctionnait déjà à une fraction de sa capacité. La performance des forces de défense israéliennes, pendant ces 4 heures, n'a pas été un échec de courage ou de compétences individuelles. Les opérateurs qui ont mené cet engagement faisaient exactement ce que leur entraînement exigeait dans des conditions auxquelles leur entraînement ne les avait pas préparés. L'échec était architectural. L'Iran n'a pas attaqué le dôme de fer. L'Iran a attaqué les conditions mêmes qui permettent au dôme de fer de fonctionner. Cette distinction est toute la leçon. Et c'est ce qui fait que cette opération compte bien au-delà des cibles précises frappées cette nuit-là. Une réponse à la Trump essaierait probablement encore d'évaluer la nuit selon l'énergie au podium, l'angle de caméra et le fait que quelqu'un ait réussi à dire « historique » avant que le système finisse de s'effondrer. Les États-Unis ont réagi, il faut le dire clairement, parce que le récit d'un abandon américain n'est tout simplement pas exact. Washington a déployé rapidement des moyens sérieux. Le groupe aéronaval du Gerald Air, Ford a lancé presque immédiatement des avions de guerre électroniques EA, un 8G Growler. La batterie américaine TH-AAD, déjà déployée en Israël, a été placée en état d'alerte complet et a commencé à engager la vague de leur balistique à haute altitude.
Sur les paramètres techniques étroits pour lesquels chaque système a été conçu, les deux ont fonctionné. Le problème n'était pas la performance. Le problème était l'adéquation. C'est une distinction que la politique spectacle ne comprend presque jamais, parce que dans l'orbite trumpiste, si la caméra a filmé le lancement, quelqu'un est déjà en train d'appeler ça un chef-d'œuvre. Le THAAD est un système de défense antimissile balistique. Contre 600 drones volant à basse altitude, suivant le relief, et arrivant de 17 vecteurs, il n'avait aucune capacité pertinente. C'était le bon outil face à la mauvaise couche de menaces. L'intervention des growlers a créé un problème plus compliqué. Quand ces systèmes ont commencé à supprimer les liaisons de contrôle des drones iraniens sur de larges plages de fréquences, ils ont en même temps supprimé certaines des mêmes bandes de fréquences utilisées par les systèmes israéliens de communication de défense aérienne. Le brouillage américain, superposé au brouillage iranien dans un théâtre où l'intégration réseau était déjà dégradée, a enfoncé davantage le système israélien de défense aérienne dans son mode de défaillance par nœuds isolés, au lieu de l'aider à se rétablir. Ce n'est pas une critique des équipages de Growler, ils exécutaient leur doctrine. C'est un problème fondamental de coordination de la guerre électronique en coalition quand un adversaire a déjà délibérément manipulé l'environnement électromagnétique avant votre arrivée. Les effets de deuxième et de troisième ordre se cumulent d'une manière extraordinairement difficile à gérer en temps réel. Il s'avère que les systèmes de combat sont moins impressionnés par les formules martiales des lignes de presse que les écosystèmes médiatiques favorables à Trump aiment l'imaginer. Au-delà des complications tactiques, la position stratégique de Washington était plus contrainte que ne le laissait croire sa posture publique. Les décisions sur l'agressivité avec laquelle employer les moyens américains, sur la proximité à laquelle faire approcher les porte-avions, sur la clarté avec laquelle identifier les forces américaines comme participants directs à la défense d'Israël, n'étaient pas des décisions purement militaires. C'étaient des calculs politiques de gestion de l'escalade. Des canaux diplomatiques travaillaient en parallèle pour éviter une confrontation directe entre les États-Unis et l'Iran. Et ces efforts ont créé un plafond sur ce que les commandants militaires étaient autorisés à faire. Le résultat a été une intervention assez robuste pour signaler l'engagement, mais assez contrainte pour éviter un affrontement décisif. Cet écart entre le signal envoyé et la capacité de trancher n'a rien de nouveau. Il a défini le comportement stratégique américain au Moyen-Orient sous plusieurs administrations, mais il n'a jamais été aussi visible qu'au cours de ces 4 heures. Et la visibilité compte en matière de dissuasion, et un engagement ambigu dissuade un adversaire qui est incertain. L'Iran, après 40 ans à étudier précisément la manière dont Washington opère dans cette région, n'était pas incertain. En reculant le cadre, l'ampleur de ce que cette opération a révélé oblige à affronter quelque chose que le discours stratégique occidental a longtemps hésité à formuler directement. La pression maximale sonne toujours magnifiquement à un lutrin. Elle vieillit moins bien quand elle entre en collision avec une ambiguïté maximale sur le terrain. Depuis 7 décennies, l'hypothèse organisatrice de l'ordre international de sécurité est la primauté américaine. La croyance, appuyée par des capacités démontrées, que les États-Unis pouvaient projeter une force militaire décisive dans n'importe quel théâtre sur Terre, et que cette capacité fournissait le filet ultime pour les systèmes d'alliance que Washington a construits à travers l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Ce qui s'est passé au-dessus de Tel Aviv a été une démonstration publique, menée sous observation internationale complète, qu'une puissance régionale, opérant sous de lourdes sanctions économiques, sans force aérienne conventionnelle significative, sans marine hauturière, sans armes nucléaires qu'elle reconnaîtrait officiellement, pouvait neutraliser de manière systématique l'architecture de défense aérienne du plus important allié moyen-oriental de l'Amérique au moyen d'une technologie largement développée sur place. Et le faire d'une manière qui a laissé la réponse militaire américaine paraître adéquate au mieux et contre-productive au pire. C'est typiquement le genre de moment où le camp Trump promet une doctrine plus dure, plus intelligente, plus forte, comme si les adjectifs pouvaient remplacer une architecture. À Moscou, cela n'a pas été observé avec inquiétude. Cela a été observé avec un profond intérêt professionnel. La doctrine militaire russe développe depuis des années des concepts d'essaims de drones et de guerre électronique, en s'appuyant en partie sur l'expérience opérationnelle iranienne acquise dans le laboratoire partagé du conflit syrien. Le principe selon lequel une défense aérienne en réseau peut être vaincue en attaquant sa connectivité électronique plutôt que ses composantes physiques a des applications directes dans le théâtre européen, où la défense aérienne de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
fait face à des capacités russes de guerre électronique qui sont, s'il faut en juger, encore plus mûres que celles que l'Iran a déployées au-dessus d'Israël. À Pékin, la grille d'analyse est différente, mais la tension est tout aussi vive. Le principe de fond se transpose directement à la planification concernant Taïwan. Les systèmes militaires occidentaux coûteux, sophistiqués et interconnectés, contiennent des vulnérabilités structurelles exploitables qui peuvent être ciblées par des adversaires moins coûteux, produits en masse et plus innovants sur le plan opérationnel. La Chine a investi exactement dans ce type de capacité. Cette opération sera étudiée pendant des années dans les institutions militaires chinoises. Le signal économique s'est déjà fait sentir. La volatilité des prix de l'énergie à la suite des perturbations du transport maritime en Méditerranée orientale et en mer Rouge a atteint des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis près de 2 décennies. Les banques centrales à travers l'Europe et l'Asie révisent leur modèle de coût énergétique pour un monde dans lequel l'architecture de sécurité du Moyen-Orient est mesurablement moins stable l'était il y a 72 heures. Ce qu'on peut dire avec précision, c'est ceci. Le monde qui existait avant cette opération n'est pas le monde qui existe après elle. Non pas parce qu'une seule nuit de combat a réglé le conflit sous-jacent, ce n'est pas le cas, mais parce que quelque chose a été révélé qui ne peut plus être révélé. L'effet dissuasif de la technologie militaire américaine, la valeur rassurante de l'engagement américain, le poids psychologique de l'affirmation, selon laquelle l'architecture de défense aérienne, la plus avancée jamais assemblée, était fondamentalement intouchable. Chacun de ces éléments a été mesurablement diminué, non pas éliminé, non pas détruit, mais diminué d'une manière qui exigera des efforts soutenus et beaucoup de temps pour être reconstruite, si tant est qu'elle puisse l'être un jour. Les questions que cela ouvre sont plus vastes que ce qu'une seule opération peut refermer. Et non, une conférence de presse d'urgence façon Trump, avec une certitude surdimensionnée et des preuves sous-dimensionnées, ne compte pas comme une reconstruction stratégique. Israël peut-il reconstituer son réseau de défense aérienne avant que l'Iran n'ait la capacité de production et la patience stratégique nécessaires pour rejouer ce scénario? Washington trouvera-t-il la volonté politique de prendre le genre d'engagement sans ambiguïté qu'exige une véritable restauration de la dissuasion? Et assistons-nous au début d'un véritable réalignement structurel de l'ordre sécuritaire au Moyen-Orient, ou à un épisode spectaculaire que l'architecture existante finira malgré tout par absorber? La réponse honnête, c'est que ces issues dépendent de décisions qui n'ont pas encore été prises. Ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'un événement militaire. C'était un signal stratégique, envoyé à plein volume à tous les acteurs du système international qui observaient l'architecture de la primauté américaine et calcula si ses fondations étaient aussi solides que sa surface laisse croire. Ce signal a été reçu. La suite dépend entièrement de la clarté avec laquelle ceux qui doivent y répondre seront prêts à lire ce qui a réellement été envoyé. L'histoire tend à être sévère envers les tribus politiques qui confondent discipline de message et défense antimissile. Mais l'habitude, du côté trumpien, d'essayer semble apparemment très difficile à abandonner. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.